Lavage, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité de l'interview du vendredi cette semaine. Merci à vous. La première question, je l'appelle tout le temps la question bête, qui est Stéphane? Je suis donc directeur des programmes au sein de l'association PILS. Je suis rentré dans l'association en 2009, d'abord comme responsable de la prévention, et puis progressivement j'ai évolué au sein de la structure pour être aujourd'hui responsable directeur des programmes de l'association. Donc ça regroupe un certain nombre de projets et programmes. Donc, vous sortez d'où? Vous avez un accent qui n'est pas entre guillemets mauricien, donc vous êtes pas très endémique. Voilà. En fait, je suis né en France et je suis arrivé à Maurice en 2001. J'ai travaillé d'abord plutôt dans le secteur privé. Puis un jour, je me suis dit tiens, j'ai envie de faire un virage vers faire autre chose. La quarantaine, le virage de la quarantaine, ça non? Ouais, un petit peu avant. Un petit peu avant, donc. Ouais. C'était important ce virage-là? Oui, c'était important. Je pense que finalement, je crois que je ne me reconnaissais pas dans ce que je faisais, que j'avais besoin de faire quelque chose qui avait du sens. Et je pense que ça correspond un peu aussi aux gens de ma génération. On réalise peut-être au bout d'un moment que peut-être on n'a pas été dans la voie qui était complètement la nôtre. Et voilà, j'ai travaillé 2 ans d'abord chez PILS. Je me suis vraiment, j'ai beaucoup aimé cette expérience-là, les gens avec qui j'ai travaillé. J'ai trouvé un sens dans ce que je faisais. Et du coup, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes serein quand vous étiez dans le privé, maintenant vous êtes dans une ONG, la vie est un peu plus difficile. Est-ce que vous êtes serein malgré les difficultés qu'on sait que les ONG ont à Maurice? Vous êtes serein? Oui, parce que je pense que la réponse, en particulier sur les questions des maladies infectieuses, le modèle qui fonctionne, c'est un modèle qui est inclusif, c'est-à-dire qui regroupe tous les partenaires. En fait, une bonne réponse dans un pays, elle doit être portée par l'État, mais aussi la société civile, éventuellement les bailleurs privés, le secteur privé, les bailleurs internationaux. Et en fait, on s'aperçoit que dans les pays où la lutte produit vraiment des effets très positifs, c'est parce que tous les acteurs travaillent ensemble. Donc je crois qu'à Maurice, on a eu de très grandes avancées concernant l'épidémie du VIH en l'espace de 10 ans. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire et la place de la société civile est d'autant plus importante aujourd'hui dans la réponse par rapport à la situation de l'épidémie dans le pays. Stéphane, vous venez de parler de PILS, comment va PILS? La PILS va bien. PILS vient de fêter ses 20 ans il n'y a pas très, très longtemps. On est une association qui sait se remettre en question régulièrement. Et donc voilà, dès que ça va un peu moins bien, on travaille pour que ça aille mieux. Et je pense qu'aujourd'hui on a une bonne santé. On a l'avantage d'avoir des bailleurs internationaux importants. L'État représente qu'une faible partie pour l'instant de nos subventions. Et ça nous permet de continuer notre travail. On a une équipe de 35 personnes aujourd'hui. On travaille pas uniquement sur Maurice, on a également un programme régional. Ça veut dire que grâce à l'expérience qu'on a acquis en 20 ans, on peut également apporter un soutien technique sur la lutte contre le VIH dans d'autres pays, notamment dans la région Océan Indien. Donc on est une association qui est reconnue au niveau international. Donc oui, ça se passe plutôt bien au sein de l'association. Par contre, dans le cadre du pays, on va en parler un peu plus. Il y a des situations qui sont compliquées et on est peut-être en voie d'améliorer de manière conséquente ce qui se passe dans les 15 à 20 prochaines années. Juste avant que vous nous disiez que vous allez améliorer ou les choses s'améliorent, dans les pays de la région, vous vouliez dire quoi? Madagascar? Oui. Ce genre de pays, des pays de la COI ou un petit peu plus comme ESA, un peu plus continent africain? Non, on a un programme qui est sur la région Océan Indien et donc qui regroupe Maurice, Madagascar, les Seychelles, les Comores et Rodrigue. On a travaillé pendant 2 ans sur cette région-là avec une emphase sur Madagascar parce que la situation à Madagascar de santé elle est très mauvaise. La situation des personnes qui vivent avec le VIH aussi est très compliquée. On n'a actuellement que 3% des patients qui bénéficient d'un traitement antirétroviral, ce qui est très faible. Et qu'on ne peut pas imaginer contrôler l'épidémie dans un pays si les personnes n'accèdent pas au traitement. C'est important ça d'avoir l'accès aux médicaments, l'accès aux médecins, parce que parfois quand on dit VIH-Sida, on a toujours ce rictus-là de oh, c'est mortel.
Oui, alors en fait, c'est une maladie chronique comme une autre. Je veux dire, si on la soigne pas, on va avoir des risques pour sa santé. Je pense que quelqu'un qui fait de l'hypertension, s'il prend pas son traitement tous les jours, il a le risque d'avoir une attaque cardiaque ou une attaque cérébrale. C'est pas très différent avec le VIH. Je crois que cette image, malheureusement, elle n'a pas encore évolué de manière positive. On a toujours une image encore du VIH, c'est pour les autres, voilà. Alors qu'en fait ça touche absolument toutes les populations. Est-ce que le mythe du sida est toujours là? Bien peut-être 3 décennies un peu, le mythe est toujours là? Alors je sais pas ce que vous appelez mythe. Moi je pense que chacun a un peu sa représentation sur le VIH/SIDA. Mais bon, maintenant aujourd'hui dans beaucoup de pays c'est devenu quelque chose d'assez banal finalement, parce que si la personne est traitée précocement, si elle est dépistée, et puis si elle est dépistée précocement d'abord, ça veut dire pendant qu'elle n'arrive pas encore au stade de sida, mais qu'elle est simplement une personne qui vit avec le virus, en mettant cette personne sous traitement, que cette personne soit dans un maintien du virus très bas dans son corps, il n'y a plus de transmission du VIH. Donc ça on le sait depuis 2008 scientifiquement. Donc ça veut dire que concrètement on peut envisager de mettre fin au sida dans les pays. Donc d'ici 20 ans, vous n'avez plus de boulot alors? Mais on aimerait bien ne plus en avoir. En tout cas, on aimerait bien pouvoir faire autre chose. Je pense que il faut savoir qu'on a vécu aussi des moments assez difficiles au sein de l'association. On a des fois des oppositions importantes. On l'a vécu pendant 2 ans. Bon, je vais pas revenir là-dessus, mais on sait que ça a été très compliqué. Et des fois, vous pouvez être un peu découragé. Vous pouvez baisser un peu les bras. Mais c'est justement le moment où il ne faut pas baisser les bras. C'est le moment où il faut continuer à se battre. Parce qu'on a aujourd'hui une situation qui fait qu'on peut mettre un terme si tout le monde travaille ensemble. Quelle avait dit que cette maladie est devenue banale? Est-ce que vraiment elle est banale dans l'esprit des gens, ou bien certains ont toujours peur? Quand on dit vous êtes séropositif, là c'est le cœur qui bat l'adrénaline, on se fait des films, on a 3 ans à vivre, on a beaucoup de choses, on ne peut pas faire certaines choses en couple. Et est-ce que le fait que maintenant que c'est banal, tout le monde dit bon, c'est une grippe, c'est un cancer, c'est la tension artérielle ou une maladie de cœur. C'est pas trop banal. Je pense pas que ce soit le cas à Maurice encore, parce que aujourd'hui on a à peu près, si je dis pas de bêtises, 25 à 30% des patients qui ont accès au traitement. Pas qui ont accès, mais qui suivent un traitement, qui sont adhérents dans leur traitement. Ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui sont cachées, quoi. Beaucoup de personnes qui n'osent pas. Peut-être certaines personnes connaissent leur statut, mais n'ont un peu quitté le système de soins. Donc voilà, c'est pas encore très bien vu dans les familles. Il y a peut-être encore beaucoup d'éducation à faire pour comprendre qu'en fait il s'agit d'une maladie chronique comme une autre, et qu'aujourd'hui il existe un traitement et que la personne peut retrouver une santé normale. Pour beaucoup de personnes un peu exclues et marginalisées, c'est aussi avoir un retour à l'emploi, à une vie sociale. Parce que voilà, n'importe quelle maladie, si vous la traitez pas, ça va être compliqué pour vous d'avoir un emploi stable. Si vous devez dire tout le temps à votre employeur je suis malade, il faut que déjà que le séropositif il va rentrer dans la chasseuse, déjà en arrière il va planifier comment on va le dire, se débarrasser de vous au plus vite. Alors c'est arrivé, ça arrive toujours. Alors, je sais que c'est arrivé. Oui, ça a pu peut-être arriver à une époque. Maintenant il y a un cadre légal. Et donc il y a une loi qui fait qu'un employeur ne peut pas se séparer d'un employé parce que cette personne a le virus du VIH. Donc je crois que les mentalités ont pas mal évolué par rapport à ça. Maintenant je pense que l'employeur a plutôt intérêt à ce que les employés soient en bonne santé, quelle que soit la pathologie que cette personne a, quelle que soit sa maladie, de lui permettre d'accéder d'avoir le suivi d'un médecin, d'avoir un traitement de qualité, pour que cette personne puisse avoir une vie normale, parce que je pense que même pour un employeur, il a plutôt intérêt à ce que ses employés soient en bonne santé s'il veut que son business fonctionne bien. Il y a beaucoup de pays qui l'ont déjà très bien compris. Il y a des compagnies même qui mettent en place des programmes de dépistage, qui facilitent des programmes de dépistage du VIH pour que les gens puissent accéder au traitement. Donc voilà, dans beaucoup de pays, on a un petit peu marginalisé les personnes. La prévalence a été d'autant plus importante
aussi quand les systèmes de santé ne sont pas en place. On pense à des pays comme l'Afrique du Sud, où on a une prévalence, ça veut dire le nombre de personnes par habitant qui vivent avec le VIH qui est de 25% en Afrique du Sud par exemple, de 16% par exemple au Mozambique, donc c'est une prévalence très importante. À Maurice, on a une épidémie qui est contenue, on a un peu moins de 1% des personnes qui vivent avec le VIH. Est-ce que je pourrais dire que la situation n'est pas aussi grave si on regarde sur le plan africain, avec 25%, 16%, on est à 1%, et pourtant on voit que peut-être la petitesse de Maurice aussi fait que les personnes sont un peu sur le garde. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la situation n'est pas importante. Il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle la prévalence au sein de la population générale, on va dire, c'est-à-dire qu'on dit qu'on a un peu moins d'1% de personnes qui vivent avec le VIH à Maurice. Mais par contre, on a chez certaines populations, on a des populations plus à risque au VIH, et là on a des prévalences très très importantes. C'est-à-dire dans les 1%, il y a un petit pourcent, il y a un gros pourcent, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que si par exemple on prend le cas des personnes qui aujourd'hui s'injectent des drogues à Maurice, la prévalence actuelle elle est de 37%, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas admissible. Quel que soit le pays, il y a très peu de pays où il y a des prévalences aussi importantes sur des personnes qui consomment des drogues. Ça veut dire qu'il y a quand même un travail important à faire pour que ces personnes puissent accéder à des services de soins, que ce soit des services qui soient adaptés à leur contexte de vie, à leur style de vie. Peut-être aussi des services qui soient moins dans le jugement, mais plus dans l'écoute, plus dans l'accueil, et qui puissent proposer un éventail de services. Et pas seulement qu'un dépistage et un traitement VIH, mais aussi un accompagnement de ces personnes-là, un soutien psychosocial, puisqu'on a beaucoup de personnes parmi les gens qui s'injectent des drogues, on a beaucoup de gens qui sont en marginalisation, qui sont marginalisés par la société, ou qui se sentent marginalisés, et donc dans les deux cas, il y a quand même pour Maurice, en tout cas, on devrait avoir cette ambition de développer des services qui sont adaptés à ces populations. Quand vous êtes ces populations, vous parlez quoi? Des toxicomanes qui sont en prison, de quelle partie vous parlez? Alors toxicomane, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup chez PILS. Alors, on va parler c'est peut-être un peu plus long, mais on va dire plutôt de personnes qui ont une consommation problématique de drogue. C'est poétique ça. Alors pas vraiment, parce que il y a des personnes qui consomment des drogues et qui ne sont pas forcément ni marginalisées, ni qui se sentent marginalisées, qui se sentent rejetées par la société. Et quand on parle des drogues, les drogues, on parle d'addiction, et sur les drogues, on peut parler de beaucoup de choses. La cigarette, l'alcool, on a tendance à parler de l'héroïne pour parler des drogues, mais l'héroïne fait des ravages dans le pays, ça on peut pas dire le contraire, mais l'alcool fait tout autant de ravages dans le pays et a aussi des conséquences sur la façon de vivre ensemble, sur la paix dans les quartiers, ça a un impact direct. Les questions en lien avec la santé sur la consommation de cigarettes, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'en parler, tout le monde le sait, parce que depuis des années, il y a quand même un lobbying pour la santé, et qu'aujourd'hui maintenant les Mauriciens savent qu'il y a marqué sur le paquet de cigarettes que la cigarette tue, et qu'aujourd'hui le paquet de cigarettes vaut quasiment 200 roupies, ça dépend des marques, et que ça veut bien dire qu'il y a une volonté quelque part de peut-être réduire sa consommation. Donc non, quand on parle des drogues, c'est tous les produits qui provoquent une addiction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas vivre sans, et notre corps demande ce produit-là, et ça a des conséquences sur notre santé. Sur les cigarettes, vous savez très bien que la plupart des cancers du poumon, par exemple, sont liés à la cigarette. Ils ne sont pas liés à la consommation d'héroïne, qui a d'autres impacts. Quels sont les modes de propagation? C'est toujours pareil, il n'y a pas d'évolution dans le mode de propagation du VIH-Sida, c'est toujours côté sang, sexuel et drogue. C'est un virus, donc c'est pas. Heureusement que le virus ne change pas tant que ça reste le même virus. Après, il y a plusieurs types. On peut les classer par plusieurs types, c'est comme pour n'importe quel virus. Si on prend l'hépatite, on va avoir l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C. Et puis alors, sous l'hépatite A, il va peut-être y avoir encore des types différents. Bon, c'est pareil pour le VIH. Après, les modes de transmission, c'est bien de les rappeler, parce que je crois qu'il y a encore des personnes qui se font des illusions sur ça, des gens qui ont encore peur de manger dans l'assiette de quelqu'un qui est séropositif, de partager un repas, donc c'est important de rappeler ça. La transmission, en effet, elle est avant tout par le sang, elle est aussi par les sécrétions sexuelles, également aussi au niveau de la mère à l'enfant via le lait maternel. Voilà, c'est les principaux modes de transmission.
Donc il faut arrêter de penser qu'on va attraper le VIH parce qu'on se fait piquer par un moustique ou parce qu'on va embrasser quelqu'un qui est séropositif. Pourquoi est-ce que cette idée-là est toujours là? C'est un mythe, ça. Pourquoi ce mythe-là est toujours là? Écoutez, je sais pas, il faut peut-être demander aux gens qui croient encore ça d'où ça vient. Je pense qu'on a tendance à penser que le VIH c'est un virus, donc un virus c'est assez fragile en fait. Il faut savoir qu'il en faut en quantité assez importante dans le sang pour qu'il y ait une transmission déjà. Il faut une quantité de sang aussi assez importante pour que et puis des lésions au niveau du corps pour que ça rentre. Enfin bon, voilà. Mais on a tendance à et je pense qu'on se fait encore beaucoup d'illusions, d'idées de représentations sur le VIH qui ne sont pas forcément exactes. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que le virus est fragile et que donc il ne va pas supporter l'air libre, par exemple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le virus est en contact avec l'air libre, il ne peut pas survivre. Donc c'est pas quelque chose de si résistant que ça. Après, si évidemment la personne ne suit pas un traitement, qu'elle n'est pas adhérente à son traitement, le virus va continuer à se développer dans le corps et c'est ce qui amène après ce qu'on appelle le stade SIDA, qui peut arriver 5 ans à 10 ans après une infection, où en fait le corps se retrouve sans défense immunitaire et donc n'importe quelle maladie qui peut arriver, une tuberculose ou n'importe quoi, peut amener au décès de la personne. Et les gens ne meurent pas du sida, les gens meurent d'une maladie pour laquelle ils ne peuvent pas résister. Mais disons, je rencontre quelqu'un qui a atteint du sida, est-ce que je dois faire les tests? Vous me dites 5 ans, 10 ans, si je parlais, je dis bon, il est sidéen, ou peut-être il peut ne pas l'être. Alors, est-ce que je dois faire les tests tous les ans? Ou je dois attendre fatidiquement les 10 ans pour dire bon, je mets une épée de Damoclès sur ma tête, attendre que 10 ans, est-ce qu'il faut qu'on fasse des tests, il ne faut pas qu'on fasse des tests? Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Idéalement, il faudrait que tout le monde puisse faire le dépistage. Il faudrait notamment aussi que nos décideurs politiques montrent l'exemple en se faisant eux-mêmes dépister. Dans beaucoup de pays, certains l'ont fait, ou des personnalités du pays font le dépistage pour montrer que c'est plutôt un geste citoyen, quelque part, de faire le dépistage du VIH, parce que connaître son statut sérologique, c'est un moyen peut-être d'être un peu plus vigilant aussi sur nos pratiques, de se responsabiliser finalement le geste du dépistage. Et puis après, on encourage évidemment tous les Mauriciens à faire le dépistage très rapidement, parce que plus on sait, plus on peut dépister précocement une infection au virus, plus on peut permettre à la personne de rentrer plus rapidement sous un traitement et du coup d'avoir ce qu'on appelle une charge virale indétectable. Ça veut dire que quelque part vous avez une charge du virus dans votre corps qui est tellement faible qu'elle amène à ne plus transmettre le VIH. Il faut comprendre aussi que quand la personne s'infecte, ce qu'on appelle la primo-infection, il y a un nombre de copies très important du VIH dans le corps. C'est-à-dire, si vous connaissez un peu le virus du sida, c'est un peu comme une photocopieuse, donc en fait il arrive dans votre corps et puis il va commencer à se reproduire dans beaucoup de cellules de votre corps, et c'est notamment ce qui se passe au moment où vous êtes infecté. Donc c'est vrai que quelqu'un qui estime avoir pris un risque parce que peut-être il ne s'est pas protégé lors d'un rapport sexuel, ce qui est le plus souvent le cas, ou quelqu'un qui a des pratiques d'injection ou qui a peut-être partagé son matériel d'injection avec quelqu'un, le premier réflexe ce sera de dire je vais aller faire un test du dépistage et puis comme ça je saurai quel est mon statut sérologique. Et puis à ce moment-là, si le résultat est positif, commencer à rentrer dans un traitement. Donc, et là, il peut venir vous voir quand il est séropositif? Oui, bien sûr. Alors même avant, parce que nous, on met en place des services pour que les personnes puissent accéder plus facilement au dépistage. On est en train de développer pas mal de programmes dans ce sens. Notamment, nous sommes depuis quelques mois accrédités à faire du dépistage qu'on appelle démédicalisé. C'est-à-dire? Alors ça permet, en fait, le dépistage démédicalisé permet à des personnes qui ne sont ni médecins, qui ne sont pas médecins, qui ne sont pas des personnels de santé, de réaliser le test rapide du dépistage. Au
hors complexe hospitalier, vous me dites là, c'est hors ça? contexte hospitalier, donc ça veut dire que ça peut se faire, comme on dit des fois, hors les murs, donc via des dispositifs mobiles comme par exemple des caravanes. Chez PILS nous avons une caravane, mais aussi qui permet aussi à des pères éducateurs, donc des gens qui sont présents dans les quartiers, de pouvoir proposer le dépistage, notamment par exemple lors d'une visite à domicile. On peut tout à fait envisager de proposer à la personne le dépistage. Donc c'est la première phase. Avant de parler de traitement ou de quoi que ce soit, la première étape c'est celle-là. On s'aperçoit qu'à Maurice, on a un dépistage qui est assez faible sur les populations les plus à risque. Donc c'est là où PILS souhaite se positionner comme partenaire avec le ministère de la Santé pour qu'on ait une offre complémentaire de dépistage. Parce que voilà, on dépiste beaucoup les femmes enceintes parce qu'au moment du protocole, quand une femme est enceinte, on lui propose le dépistage du VIH. Et généralement, les personnes disent oui. Et donc on dépiste. C'est pour savoir, c'est pour savoir si on a ou bien c'est parce que c'est obligatoire. C'est pour savoir ou c'est alors, obligatoire. dans les conditions dans lesquelles ça se fait, c'est toujours discutable. Moi, je ne sais pas exactement. Certaines personnes me disent moi, on m'a pas vraiment complètement demandé mon consentement, donc ça s'est fait un peu comme ça. En gros, on a dit madame, on va vous faire une batterie de tests, et puis on vous dira. Voilà. Et puis dans ces tests-là, il y a aussi le VIH, parce que c'est important, sachant les protocoles qui existent aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas de transmission de la mère à l'enfant, on peut, comme vous le savez, donner un traitement à la maman qui permet à l'enfant de ne pas être infecté. Quand vous faites ce genre de service de santé, le public y adhère ou ils sont un peu réticents? Non, généralement, les personnes adhèrent au service qu'on propose dans la mesure où le service a été, on va dire, planifié, monté avec les personnes. C'est la clé. C'est ce qui fait la différence entre la santé publique et la santé communautaire. C'est que la santé communautaire met le patient au cœur du système, les personnes au cœur du système. Donc c'est vraiment le processus là qu'on est en train d'engager, notamment pour être plus présent là où les personnes les plus à risque d'infection vivent, et qu'on ait un ancrage un peu plus important au niveau des communautés. Donc on a des projets qui se mettent en place comme ça pour avoir une présence plus importante dans les quartiers. Et puis notamment c'est assez nouveau parce que le dépistage démédicalisé nous donne cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'on arrive avec une offre, on n'a pas besoin de dire à la personne d'amener la personne vers un service de dépistage. On peut directement aller vers elle et lui proposer le test. La personne n'a des fois même pas besoin de se déplacer, ça peut se faire directement dans son quartier. Pour ça, il faut un bon ancrage communautaire, c'est des programmes qui mettent du temps à se mettre en place. Après, il y a l'ambition chez nous d'aller un peu plus loin encore que le dépistage, puisque aujourd'hui on propose également par exemple le dépistage des hépatites, notamment l'hépatite C, qui est un grand souci de santé publique à Maurice. Mais on a également une batterie de services qui permettent par exemple de prendre en charge les infections sexuellement transmissibles, comme par exemple la gonorrhée ou la syphilis. Et là, on a des traitements. C'est-à-dire qu'on s'est doté de traitements, qu'on a également un médecin avec qui on travaille, qui peut lui faire une prise en charge médicale des IST. Et voilà, donc ça c'est tout ce qu'on est en train de développer au niveau médical chez PILS depuis quelques années, va dans le sens d'aller vers les personnes et de travailler avec les personnes. Comment proposer le meilleur service, celui qui répond le plus à leurs besoins, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, certaines personnes se sentent marginalisées, on ne pourra pas faire grand chose, et ces gens-là accèdent difficilement aux services de soins, ils ont des fois le sentiment d'être rejetés un petit peu dans les hôpitaux ou dans le service public, et donc ils ont envie, enfin quelque part leur attente c'est qu'on aille un peu plus vers eux. Ces services de santé, ils ont commencé en 2009. Ça a commencé en 2009 avec la caravane de PILS, qui est un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé dans l'association, et qui était au départ un programme destiné surtout aux personnes qui étaient dans le commerce du sexe, en rue, dans le commerce du sexe de rue. Et ça répondait vraiment à une attente. Moi, je me souviens. Elles sont toujours à risque, ceux qui font du commerce du sexe de rue? Oui, c'est toujours des personnes à risque parce que l'utilisation du préservatif n'est pas systématique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients qui négocient au plus fort, sans préservatif. Qui négocient pour avoir un rapport sans préservatif, et dans ces cas-là, ils mettent à risque la personne qui fait ce travail-là. Et sa famille aussi, de leur côté?
Voilà, mais des deux côtés, on va Des dire, deux parce que côtés. une personne, toutes les personnes, une personne qui est dans le commerce du sexe peut très bien être infectée par quelqu'un, par un client. Voilà, qui a peut-être déjà aussi infecté peut-être d'autres personnes dans sa famille. Donc elle met aussi sa santé à risque dans ce cas-là. Donc oui, ça reste des personnes particulièrement marginalisées dans la société. Il y a toujours des pressions importantes aussi des forces policières. C'est vrai qu'il y a un cadre de loi qui existe, qui est pas toujours pas toujours si clair que ça, mais on s'aperçoit que voilà, ce sont des gens qui sont fréquemment victimes de violences, que ça vienne de la part des clients, que ça vienne de temps en temps aussi des forces policières. On a, vous le savez en tant que journaliste, qu'il y a eu des cas de violence et c'est assez fréquent quand même. Donc ce sont des gens particulièrement à risque. Et puis quelque part, il y a cette marginalisation de la société qui les met à risque sur beaucoup de choses. L'infirmerie va bien? L'infirmerie va bien. L'infirmerie, je dirais, va mieux parce qu'on a la chance de s'équiper encore un peu plus pour proposer une prise en charge. On va dire, on fait surtout de la bobologie, hein, c'est-à-dire qu'on fait surtout des soins primaires. On a des gens qui viennent avec, par exemple, des abcès, et dans ces cas-là, on essaye de faire au mieux. Quand il s'agit de plaies un peu plus importantes, ces personnes sont référées à l'hôpital. On n'a pas vocation à être un hôpital, on n'a pas un bloc opératoire, mais ça nous permet de répondre déjà à pas mal de problèmes de santé que les gens ont et qui les gênent dans leur vie quotidienne. Et le cabinet médical? Alors le cabinet médical, on ne peut pas vraiment parler de cabinet médical. On va plus, un peu ce que je vous disais tout à l'heure, on a un médecin qui a pour l'instant une mission de proposer un service complet sur la prise en charge des IST. C'est pas un cabinet avec quelqu'un qui est en blouse blanche et qui attend les patients dans une salle. C'est pas comme ça que ça se passe. On travaille beaucoup plus, comme je vous le disais, un peu hors les murs. Ça veut dire que l'idée c'est qu'on n'attende pas que les personnes viennent vers nous, mais qu'on aille vers elles et que surtout que ça réponde à leurs besoins à elles. Quand vous dites ce médecin-là, et vous devez aller vers elle, c'est-à-dire il téléphone, ils ont un numéro de téléphone à pile, ou comment ça se fait? Alors en fait, on a des services qui sont surtout des services en outreach sur le médical. Là, on est en train de chercher un lieu physique, mais il faut que ce soit un lieu qui soit discret, choisi par les patients. On a un service qui est destiné d'abord aux personnes qui vivent avec le VIH et à toutes les personnes qui sont à risque d'infection. Et d'abord, ce qu'on aimerait, c'est permettre aux personnes qui vivent avec le VIH, surtout pour ceux qui se sont un peu exclus du système de soins, de revenir dans le système de soins. Et c'est pour ça la nécessité d'avoir aujourd'hui, par exemple, un comité de patients chez PILS, qui est un peu le noyau central du développement des services outreach, notamment du dépistage des médicalisés, qui est quelque chose de nouveau pour Maurice. L'idée, c'est que ce soit les patients qui travaillent vraiment sur toutes les étapes de la mise en place des projets et des programmes. Quand vous dites un comité de parents composé de leaders communautaires pour permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de bénéficier du dépistage du VIH. Vous parlez des parties d'IST. Qui sont ces leaders communautaires? Les leaders communautaires, ce sont des gens qui sont très connus dans leur quartier. Ce sont des gens qui portent aussi auprès des instances, qu'elles soient politiques ou autres, les problèmes que vivent la communauté ou le quartier. Communauté, ça peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être une communauté géographique. Le plus souvent, ce sont des communautés géographiques, d'ailleurs, plutôt que des communautés de pratique. Donc c'est quelqu'un qui vit dans un quartier et qui est conscient des problèmes qui sont présents. C'est pas quelqu'un qui a forcément une fonction politique. C'est pas forcément. Ce qu'on appelle à l'humour travailleur social, au lieu, quand on voit leader communautaire, j'ai une image d'un prêtre, d'un homme de pratique religieuse. Est-ce que c'est plus travailleur social, un travailleur social qui a ses antennes sur le terrain, qui puisse... Oui, alors c'est vrai qu'on n'est pas forcément très à l'aise avec la dénomination travailleur social. On se rapproche de ça, parce qu'on peut être travailleur social et ne pas habiter dans le quartier concerné.
ça existe. Il y a des gens qui font ce travail-là, mais qui ne sont pas forcément du quartier en lui-même. Là, on est en train de parler de gens qui sont, quand on dit leaders communautaires, c'est des leaders dans leur communauté. Donc c'est des gens qui vivent dans une communauté, un quartier. Voilà. Et quelque part, ces personnes-là, ce sont des gens qui ont un rôle fondamental. Parce qu'en fait, c'est les personnes qui peuvent remonter les problèmes rencontrés dans les communautés. Ils peuvent fédérer, ils peuvent mobiliser la communauté autour de problèmes de santé. Et la santé communautaire, c'est ça. C'est-à-dire que la définition de la santé communautaire, c'est que la communauté prend conscience des problèmes qu'il y a dans cet endroit-là et tente de trouver des solutions et fait des propositions et va chercher demain des fonds, va mobiliser les décideurs politiques pour qu'il y ait des changements qui s'opèrent dans le quartier. Là, nous, on n'en parle qu'au niveau de la santé. C'est pour ça que le terme social me dérange. On ne sépare pas la santé et le social, hein, les deux sont absolument liés. Mais nous, on a chez PILS des gens qui sont des gens qui connaissent très très bien le VIH, des gens des fois qui vivent avec eux-mêmes avec le VIH, donc qui connaissent très bien en tant que patient la problématique, et donc peuvent remonter auprès de gens comme nous, par exemple, qui sont plus des professionnels, les contraintes, les difficultés d'un quartier, comment mettre en place un système de santé dans un quartier. Et aujourd'hui, ça nous semble fondamental que ces personnes-là soient au cœur de la manière dont on développe les services de santé. C'est vrai que chez PILS, il n'y a pas que des services de santé, on fait également de l'advocacy, on fait du renforcement de capacité, on fait beaucoup de choses. Mais sur les services de santé, la place des communautés, des leaders communautaires dans toutes les étapes d'un projet, c'est-à-dire de l'identification du problème jusqu'à la mise en œuvre et l'évaluation d'un programme, doit être portée, doit être managée avec les personnes de la... Vous faites de la sensibilisation pour les jeunes? Parce que quand on regarde un peu, maintenant les activités sexuelles commencent à 12-13 ans, même parfois avant. Est-ce que vous allez dans les écoles, c'est toujours un peu bloqué comme on dit à la mauricienne. Vous parlez aux jeunes, parce que sexe, drogue, ça marche ensemble. Quand on regarde un peu les drogues, qu'on dit la drogue synthétique, je ne sais pas comment vous dites ça à PILS, quand vous regardez un peu ce qui se passe, quand vous prenez les journaux, vous lisez, regardez un peu, vous dites que les deux côtés, je vais mettre ça en guillemets, c'est mortel? Oui, bien sûr. Je crois que PILS a depuis très longtemps une action vis-à-vis aussi des jeunes. Ça a été très longtemps une association vers laquelle les jeunes allaient pour avoir de l'information. C'est encore le cas. C'est-à-dire qu'on a une fréquentation assez importante de notre site web. C'est sur le site web que les gens ont quand même beaucoup d'informations. Et également aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup Facebook. Donc on va utiliser aussi les réseaux sociaux pour faire passer un certain nombre de messages via les réseaux sociaux. Voilà, après la question de la prévention chez les jeunes, tout le monde s'est renvoyé un peu la patate chaude à Maurice. Les parents disant c'est la responsabilité de l'État, l'État disant c'est la responsabilité des parents, puis après on va dire que c'est la responsabilité de l'association. Je crois que c'est un peu la responsabilité de tout le monde, avec certainement néanmoins une responsabilité assez importante des parents sur l'éducation des jeunes. On a aujourd'hui des situations où les parents ont un peu renoncé à l'éducation de leurs enfants, on en parlait juste avant l'interview, et notamment aussi sur ces questions-là, c'est-à-dire sur les questions de la sexualité, des drogues et tout ça. Moi j'ai un fils de 13 ans, on parle de tout ça. Je préfère. C'est facile à la présence de parler de tout ça. Je pense que c'est de plus en plus facile. Parce qu'il a YouTube, il peut cliquer, même s'il est en train de faire ses recherches pour les devoirs, mais il est en train de regarder autre chose. C'est plus facile que quand on en avait 5. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déjà aborder ces questions-là dès le plus jeune âge pour que l'enfant puisse avoir cette relation de confiance avec ses parents et qu'ils se disent voilà, je vais continuer à poser des questions à mes parents parce qu'ils m'apportent des réponses. Ils apportent des réponses adaptées à mon... Mais est-ce que le papa Stéphane, il casse les mythes, il dit bon, tu as vu un truc sur YouTube, vous savez très bien, vous êtes dans le métier, vous savez ce qu'il peut voir, il n'a pas vu, mais parfois vous cassez un peu ce qu'on montre dans les faussetés qu'il y a sur le net. Parce qu'il ne faut pas prendre un certain nombre de l'argent comptant. Moi, même si je suis journaliste, je suis obligé de cross-vérifier toutes les choses, de ne pas prendre ce qui est. Tandis qu'un enfant de 13 ans, il va voir quelque chose, il va voir que c'est ça. Est-ce que Stéphane Vallière et son fils en parlent? Vous cassez parfois des concepts, des mythes avec lui? Oui, bien sûr. Je pense que c'est en développant un peu l'esprit critique aussi des enfants pour qu'ils puissent faire un peu la part des choses entre ce qu'on leur donne et la vérité. Il faut continuer à chercher.
bon, après, il ne faut pas rentrer non plus dans un esprit complotiste, on voit le mal partout. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut être capable de s'informer sur un sujet de différentes sources. Je crois qu'une des clés, c'est celle-là. C'est-à-dire que si on en vient sur la sexualité, par exemple, ou concernant les drogues, si on écoute uniquement la voix, par exemple, des journaux mainstream ou de nos chers politiciens, je pense qu'on a une seule vision des choses. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir plusieurs visions, plusieurs regards. Il ne faut pas empêcher non plus les enfants d'avoir accès à différentes sources d'informations. On ne peut pas non plus être... nous aussi, on a des fois des idées un peu arrêtées sur les choses, et donc il faut permettre aux enfants de s'ouvrir. Sur la question, pour revenir sur la question des jeunes, je crois qu'il y a il faut que ce soit une réponse multisectorielle aussi. Tout le monde a un peu la responsabilité de ça, quelque part dans un pays. C'est-à-dire éduquer les enfants, ça passe par l'école, ça passe par les parents, ça passe par le milieu du travail. Demain, on est aussi dans le milieu du travail. Donc tout ça, ça contribue au fait qu'on soit mieux informé, qu'on puisse prendre des bonnes décisions et tout ça. Si on ferme les yeux aux jeunes, si on leur dit ne regarde pas, n'écoute pas, ils vont d'autant plus regarder, écouter, et voilà. Donc ce qui est important, c'est ça. Aujourd'hui, on parle des drogues synthétiques. C'est un sujet quand même très important à Maurice. C'est un sujet grave, parce que finalement, on s'aperçoit que de plus en plus de jeunes consomment ces produits-là. C'est beaucoup moins cher que du cannabis. Et les conséquences, c'est qu'on a des problèmes de santé très importants. Il y a déjà eu des décès. Il y a des gens qui arrivent dans des situations catastrophiques dans les hôpitaux en urgence. Et ça, c'est quand même beaucoup lié au fait que les jeunes ne sont pas informés sur ce qu'ils consomment et sur les risques qu'ils prennent en consommant ces produits-là. Ils ne savent même pas ce que contiennent ces produits. Donc l'information sur les drogues, par exemple, en particulier, elle doit se faire à tous les niveaux, que ce soit les parents, que ce soit l'État, que ce soit l'école, informer les enfants sur les risques qu'ils prennent à consommer tel ou tel produit. Les risques ne sont pas du tout les mêmes à consommer un cannabis synthétique qu'à consommer un cannabis naturel. Il y a des risques liés aux deux consommations, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est important de parler de ça. Il y a beaucoup de produits qui arrivent à Maurice. Il faut savoir que Maurice fait partie un peu d'une plaque tournante. Elle est près d'une grosse plaque tournante, qui est notamment à Madagascar, pour toute cette région du monde. Donc il y a de plus en plus de produits qui continueront à arriver à Maurice, même si on voit qu'il y a des saisies à droite et à gauche. Est-ce que vous êtes inquiet au niveau de PS de tout ce que vous voyez dans les journaux concernant l'héroïne, la quantité, quand on voit des chiffres, on a 9 000 à 11 000 toxicomanes, ce sont les chiffres officiels. Vous contestez ce genre de chiffres, 9 000 à 11 000 toxicomanes? Non, on ne les conteste pas, ce sont des enquêtes qui ont été réalisées et qui... Vous voyez ça sur le terrain, c'est ça que je veux dire. Vous voyez ça à 11 000 ou vous dites non, il y a le double, il y a le triple? Ah oui, nous on travaille beaucoup par exemple avec l'association CUT, qui travaille sur le programme d'échange de seringues avec l'État. C'est un programme de l'État, donc ça consiste à récupérer des seringues usagées et donner des seringues stériles pour éviter justement les infections de ces personnes, qu'elles puissent consommer sans prendre des risques pour leur santé. Sur ces lieux d'échange, il y a énormément de gens qui viennent. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. J'ai déjà fait. Vous l'avez déjà fait, alors vous le savez comme moi. Au bout d'une heure, vous avez beaucoup de personnes qui viennent dans certains quartiers. On a 100-150 personnes qui viennent en moins d'une heure de temps. Et ça, c'est un des sites. Et des sites comme ça, il y en a beaucoup dans l'île. Donc on peut pas. Et quand on voit la quantité de produits qui arrivent, c'est qu'il y a manifestement un marché exponentiel. C'est une exponentielle. Selon vous, vous allez avoir du travail là, donc des enfants à conscientiser, des seringues à donner, parce que quand on voit un peu l'énormité des décisions, on se demande si ça on a saisi. Laissez-moi extrapoler, on ne sait pas combien ils ont mis le double, triple, on est tous cramés à Maurice. Oui, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est-à-dire que quand je dis ça, il faut voir les conséquences d'une saisie par exemple. C'est-à-dire que quelqu'un, je vais vous expliquer pourquoi. Quelqu'un qui consomme des drogues, c'est quelles que soient les drogues, je ne sais pas, par exemple, vous êtes peut-être vous addict au chocolat. Si demain on vous prive de chocolat, vous allez aller très mal. Et puis vous allez trouver d'autres solutions pour avoir le chocolat. Et peut-être vous allez être prêt à manger du chocolat de très mauvaise qualité, juste pour que votre corps puisse se dire ah ça va mieux, ça y est, j'ai eu le chocolat que je voulais. C'est un peu la même chose qui se passe là, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un qui est dans une consommation d'héroïne par exemple puisse
sortir de manière brutale de sa consommation. Ça demande à la fois qu'il y ait une prise en charge psychologique, parce que l'addiction c'est avant tout un problème qui est lié au cerveau, c'est un problème psychologique, et donc il faut penser à ça. Il y a des solutions qui ont très bien fonctionné à Maurice, comme par exemple la méthadone, qui fonctionne encore très bien si elle est bien encadrée médicalement, si si les personnes sont bien accueillies, s'ils sont bien conseillés, qu'on leur balance pas le sirop comme ça. Ce sont des personnes qui peuvent retrouver une vie normale, retrouver une vie de famille et tout ça, parce qu'ils n'auront plus les effets du manque et de l'addiction. C'est pas parce qu'on fait quelques saisies que les produits ne vont pas continuer à arriver. Et c'est un business très important, il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec ça à Maurice, et donc on fait une saisie d'un côté, mais vous ne pourrez pas arrêter tous les produits de rentrée. Et même dans tous les cas, si vous ne voulez pas que la réaction soit violente de la part des personnes qui consomment, de leur retirer tous les produits, ça veut dire que le fait de faire le fait d'essayer de stopper le trafic, tout ça est plutôt louable. Le fait qu'on ait moins de produits qui rentrent dans le pays, c'est plutôt bien d'essayer de contrôler en fait les produits qui rentrent, bien que ce soit compliqué. Stopper plutôt, non, le mot contrôler, c'est stopper. Stopper, c'est très compliqué. Ça restera compliqué parce qu'il n'y a aucun pays où aucune drogue ne rentre. C'est une marchandise comme une autre, et vous avez toujours les moyens, notamment par les voies maritimes, de faire entrer des produits. Les gens ont redoublé d'ingéniosité pour que les produits rentrent. Aujourd'hui, ce qui fait le plus de mal au trafic, c'est qu'on s'occupe des personnes qui consomment. C'est-à-dire que si on continue à mettre les personnes en prison, on ne trouvera pas la solution, parce que les personnes continuent à consommer en prison et continueront à consommer une fois qu'elles sont sorties des prisons. Donc le meilleur moyen de réduire l'offre, c'est que la demande soit moins importante. Et pour que la demande soit moins importante, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait moins de clients de ces drogues-là à Maurice. Pour qu'il y ait moins de clients, il faut réellement qu'on s'occupe d'eux. Quelles sont les conditions qui les amènent à consommer? Dans le cas de l'héroïne, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des gens, certaines personnes consomment et ont un plaisir à consommer ce produit de temps en temps, même si c'est un produit interdit. Mais il y a beaucoup de produits interdits que les gens consomment, ça n'a pas changé. Mais par contre, on a beaucoup de gens qui sont des consommateurs problématiques, et c'est plutôt lié à leurs conditions, aux conditions de pauvreté, de précarité, à une certaine ghettoisation de la société qui fait que les gens arrivent vers ça. Et ces gens-là souffrent, ils ont des problèmes de santé, et c'est là où les acteurs peuvent intervenir, que ce soit l'État, la société civile. Retournons à nos moutons, comme on dit en bon français. Donc dans quelques jours, le ministère de la Santé organise, non là de chez vous, en pleine verte, au centre d'Isloumanie, le lancement de la campagne nationale pour les maladies non transmissibles. Donc, comment vous aimeriez faire partie de cette sensibilisation, d'associer un peu votre idée de faire du Community Health Services? Oui, bien sûr. Bon, après, je crois que nous, les campagnes, ça fait très très longtemps qu'on en fait, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. On est toujours prêt à collaborer avec le ministère de la Santé. Pour nous, c'est fondamental qu'il y ait une bonne relation entre les différents programmes qui sont mis en place. On va toujours collaborer avec le ministère de la Santé, et on souhaite collaborer encore plus. Qu'est-ce que vous voudriez mettre dans vos Community Health Services? Pour l'instant, en fait, c'est le travail aussi du comité de patients qui va. Je crois que l'erreur qui peut être faite par beaucoup d'organisations, c'est de penser qu'on a les solutions aux problèmes des personnes sans les consulter. C'est un peu ce qui se passe souvent dans l'humanitaire. Nous, on n'est pas dans l'humanitaire, on est dans le communautaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas, comme à une époque, ça se faisait quand les gens mouraient de faim, on leur envoyait des sacs de riz, mais c'était pas du riz qu'ils pouvaient digérer. Donc ça veut dire qu'on les avait pas consultés, que du coup on n'avait pas la solution à leur problème. Nous, on pense que pour développer ces services-là, pour être innovants, il faut que ce travail se fasse avec les patients, avec les personnes qui vivent dans les communautés. Donc on ne peut pas trop s'engager sur comment les services vont se développer. On a des perspectives intéressantes, notamment comme je vous l'ai dit avec le dépistage démédicalisé et communautaire, qui est une grande avancée pour Maurice. Et après c'est avec les patients qu'on peut travailler sur le déploiement. Comment on déploie le dépistage démédicalisé dans un quartier, dans une communauté, et ça on peut le faire avec les personnes de la communauté. Et Lydia,
Les leaders. Ils ont beaucoup d'idées, ils ont de très bonnes idées parce qu'ils connaissent bien les problèmes et c'est souvent eux qui ont la solution à leurs propres difficultés. Quel sera un peu le rôle du comité des patients? Ce sera quoi? On va venir parler de ces problèmes, on va faire un peu de la psychologie ou bien c'est quelque chose qui va organiser d'autres choses pour des éventuels patients? En fait, l'idée quand on développe des programmes de santé communautaire, c'est de donner plus de pouvoir aux communautés. C'est ça l'idée. Donc l'idée de ce comité, c'est de progressivement prendre un pouvoir plus important, même dans les décisions qui sont prises au niveau de notre organisation. Concrètement, ce comité, il va se réunir d'ailleurs dès le début du mois de mai, on pourra vous tenir informé des évolutions, va commencer déjà à poser le contexte et les problématiques rencontrées dans les quartiers. Ça, c'est la première chose. Quelle est la demande, quels sont les problèmes rencontrés et quelle est la demande qui émane des personnes qui vivent dans les communes? Donc il y aura des médecins, des sociologues. Donc la composition du comité, il y a qui, il y a quoi? Alors pour l'instant, on commence avec avant de mettre tout le monde dedans, parce que après c'est compliqué, on a prévu dans un premier temps vraiment de centrer sur les patients, c'est-à-dire sur la demande des patients. Donc ce sont des gens, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des leaders dans leur quartier, ce sont des gens qui vivent avec le VIH, certains le vivent ouvertement, ils ont déjà d'ailleurs révélé dans la presse leur séropositivité, donc c'est des gens qui sont déjà connus, qui jouent le rôle important par rapport à ça. Et puis après on a par exemple les équipes chez nous de gens qui travaillent dans ce service-là actuellement. Certaines personnes sont issues eux-mêmes des communautés, d'autres sont des personnels soignants, principalement des infirmiers et des médecins. Après l'idée peut-être c'est que ce comité s'élargisse un peu plus, notamment avec les partenaires institutionnels comme l'État, qui pourraient être invités de temps en temps sur ce comité-là, même sur une base régulière, pour qu'on voit la synergie qu'il peut y avoir entre les services qui existent actuellement et ce qu'on peut développer. L'intégration d'autres ONG qui font le même combat, peut-être au niveau de CUD, de LEAD, de vos amis? Alors en fait, je vais faire un petit scoop là-dessus, c'est que là je vous parlais vraiment des services de PILS, mais on est à côté en train de développer un dispositif de santé communautaire avec d'autres organisations. Il y a déjà eu un premier comité qui s'est réuni et ils font ce travail-là. Le premier travail qu'ils font, c'est de faire des focus group auprès des communautés pour faire ressortir réellement les besoins en santé et à partir de là de faire des propositions de projets et programmes qui pourraient être financés via l'association PILS mais qui peuvent être financés aussi au niveau multi-associatif. On peut demain proposer un projet à l'État, proposer un projet au CSA, proposer un projet aussi au niveau des bailleurs, au niveau régional, au niveau international, en étant un collectif d'associations en disant ce qu'on veut c'est ça. Ce que les communautés souhaitent c'est ça. Elles souhaitent que le dépistage se fasse dans telles conditions. Il nous faut des moyens pour développer une offre de dépistage, par exemple. Il nous faut des moyens pour développer une offre de santé. Et puis pourquoi pas demain la possibilité aussi d'être des acteurs en partenariat avec l'État, des acteurs de santé encore un peu plus pertinents avec des médecins qui soient des médecins référents par exemple au sein des associations, qui est quelque chose de très nouveau pour l'instant pour Maurice, mais qui existe déjà dans beaucoup de pays et surtout ça a fait ses preuves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui se sent marginalisé ou qui est issu d'une population clé accède difficilement aux services proposés, c'est des gens qui ne vont pas forcément à l'hôpital. Alors ce sera intéressant de commencer à réfléchir sur d'autres dispositifs. Merci beaucoup pour le scoop alors. Merci à vous. Non, j'ai pas encore terminé. J'ai pas encore terminé. J'ai pas encore terminé. Est-ce que c'est pour le scoop? Oui, c'était pour le scoop. Et est-ce que c'est toujours facile de lever des fonds ou bien c'est devenu un peu plus compliqué? On parlait du CSA, mais on sait que c'est devenu un peu compliqué. Je pense que tout le monde sait que PILS a des financements au niveau local qui sont assez faibles par rapport aux ambitions de l'association pour l'instant. On aimerait bien avoir plus de financement, mais en même temps ça nous permet d'avoir une certaine liberté de ton, c'est important, d'avoir une autonomie, d'avoir une certaine indépendance. On a à la fois cette possibilité de dire on peut travailler avec l'État et développer des dispositifs et en même temps aussi de temps en temps dire écoutez peut-être que les choses devraient être faites un petit peu autrement. Et donc on a cette liberté qui nous permet de questionner un peu la manière dont sont mis en place les services de l'État en particulier puisque c'est le garant aussi de la santé des citoyens. Au niveau des financements, on a des perspectives encore très intéressantes. On fait aujourd'hui partie nous d'un réseau international qui s'appelle la Coalition Plus, qui est composé de
de grosses associations francophones, notamment dans la région Afrique. Et PILS a depuis 2 ans un programme régional dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est via la Coalition Plus, et qui nous permet de faire du capacity building pour les associations des autres pays, pour les renforcer sur les questions de bonne gouvernance, de vie associative, lever des fonds et tout ça. Bon. Tous ces programmes-là, pour les pérenniser, il faut qu'on pérennise aussi les financements. Et donc on a des perspectives assez intéressantes, notamment via la Coalition Plus, qui est un réseau international, de répondre à des appels à projets en tant que réseau international. Et ça, on envisage d'ici 1 an ou 2 d'avoir des fonds encore plus importants qui pourraient bénéficier à Maurice, mais également aux autres pays de la zone. Dernière question, Stéphane. PILS en 2017 à 21 ans. Comment vous voyez PILS dans 20 ans? Le problème sera résolu d'ici 20 ans ou vous aimeriez que PILS ne soit plus là? Qu'il n'y ait plus de sida sur Maurice? Peut-être pas sur la Terre, mais c'est pour Maurice. ça, je veux dire, c'est pour ça qu'on se lève tous les matins. C'est pour ça que vous vous levez tous les matins? Oui, tous les matins, c'est pour ça que je me lève. J'ai d'autres combats, j'ai pas que le sida, mais pour moi c'est important. Je me suis engagé, j'y passe la plupart de mon temps, avec des difficultés, des contraintes et tout ça, mais on est encore là, quoi. Et ce qu'on veut, c'est notre travail, c'est ça. On a PILS, il faut voir que PILS a joué un rôle très important dans la lutte contre l'épidémie. PILS a facilité beaucoup de choses. Elle a eu cette relation aussi avec l'État qui a permis de mettre en place un certain nombre de services, cette bonne entente entre la société civile et l'État. Parce que nous avions, nous, un regard plus mondial sur l'épidémie, et pas que mauricien, mais aussi un peu plus mondial, et qui nous permet de revenir avec des bonnes pratiques, d'expliquer comment on pourrait envisager d'améliorer la situation des personnes qui s'injectent des drogues, par exemple, avec les programmes de méthadone. Tout ça puisse à contribuer aussi à ces avancées dans le pays. Et là, nous, on pense que l'étape ultime, c'est la mise en place de services de santé qui soient adaptés et qui soient portés par les communautés. On pense que on n'est pas les seuls à le penser, que la fin du VIH viendra du fait que les communautés prennent en compte la question de la santé et que des services soient mis en place et qui soient adaptés vraiment à leur situation. Aujourd'hui à Maurice, la prévalence du VIH elle est importante chez les personnes qui s'injectent des drogues, chez les personnes qui sont dans le commerce du sexe, auprès de la communauté LGBT et dans les détenus également en prison. Donc si on commence à développer des services avec ces personnes-là pour que ça réponde réellement à leurs besoins, on peut permettre de faire en sorte que beaucoup de personnes qui sont testées positives puissent rentrer dans le système de soins et du coup se maintenir dans une charge virale indétectable. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin contre le VIH. Peut-être qu'il y en aura un dans les années qui viennent. L'avenir, c'est peut-être aussi ça. C'est qu'une fois qu'il y aura un vaccin, on en prendra la naissance comme voilà, comme la rubéole pour les enfants, ça, comme le tétanos, et c'est fini. Si à l'époque, quand vous aviez la rubéole et qu'il n'y avait pas de vaccin, on disait, voilà, je pense qu'on avait le même regard peut-être sur la rubéole. Bon, c'était pas justifié du tout. Ça l'est pas du tout aujourd'hui parce qu'il y a un traitement. Ça l'était pas avant non plus, d'avoir un regard porté sur quelqu'un qui est malade, comme pour Ebola. On voit le regard sur des gens sur Ebola, des fois c'est très stigmatisant et c'est pas forcément justifié. Sur le VIH aujourd'hui, je crois que l'important que les Mauriciens comprennent qu'il existe un traitement, il faut que les personnes aient accès à ce traitement-là, il faut que ces personnes puissent se maintenir grâce à ce traitement avec une charge virale qui soit indétectable. Si on a aujourd'hui cet objectif-là au niveau mondial, de parvenir à ce qu'on appelle les 3,90, 90% des personnes connaissent leur statut sérologique, 90% de ces personnes sont dans le traitement, c'est-à-dire sont adhérentes à leur traitement, 90% de ces personnes arrivent à une charge virale indétectable. Ça, c'est l'horizon 2030 au niveau mondial. Certains pays sont déjà en train d'y parvenir. On pense par exemple au Rwanda qui est en train de parvenir aux 3,90. Il y a des pays comme la Réunion, ils ont déjà dépassé facilement les 3,90. Tous ces pays, ils sont arrivés parce qu'il y avait un bon système de santé. Et à Maurice, il y a le bon système de santé. Juste que on va dire que... Quel 90 on est dans le premier 90, il reste 2,90 à faire. On est loin. On est assez loin pour l'instant. On est assez loin pour l'instant parce que déjà on a que 25% des personnes qui vivent avec le VIH qui sont sous traitement. Toutes ne sont pas éligibles au traitement, mais on peut changer ça.
Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de dire qu'à partir du moment où une personne est dépistée positive, l'idée c'est qu'elle puisse rentrer sous traitement immédiatement, quel que soit son état de santé, qu'elle puisse rentrer immédiatement sous traitement. Vous préparez votre relève, la relève au sein de PILS. La relève est là, les futurs leaders, quand vous dites, ils sont là. Oui, toujours. Enfin, je crois que c'est important de le faire. On est en tout cas chez PILS, on est toujours dans un processus de formation continue, et donc les personnes qui viennent chez nous doivent apprendre beaucoup de choses en très peu de temps, ça c'est sûr. Je crois qu'Elena pourra en parler, qui est présente dans la salle. Voilà, faire un peu l'éponge, comprendre un peu les enjeux et tout ça, ça met un petit peu de temps. Et puis après, on a beaucoup de gens professionnels chez nous qui participent à la montée en compétences des personnes. Et oui, il y a de la relève. Nul n'est indispensable, ça c'est certain, mais il y a de la relève, et je pense que chez les jeunes générations, il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'engager. J'ai rencontré un jeune médecin il n'y a pas très longtemps qui fait un parcours notamment dans le VIH. Il est un peu tout seul parce que les médecins ne veulent pas trop aller là-dedans. C'est un jeune Mauricien, il doit avoir 20-25 ans, un médecin qui est en train de faire sa médecine et qui a envie de s'engager. Donc ça montre je trouve ça très très encourageant pour Maurice de voir que les jeunes générations veulent continuer à s'engager. Elles arrivent dans un moment crucial qui est de dire je viens dans un objectif qui est de mettre fin à l'épidémie. À une époque, les gens venaient dans les années 90 en se disant bon, tout le monde va mourir, mais on va essayer de faire en sorte que les gens meurent bien. Aujourd'hui, on ne veut pas que les gens meurent, et on ne veut pas que les gens meurent bien, on veut qu'ils meurent comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils aient une belle vie, qu'ils profitent vraiment de l'existence, qu'ils puissent jouir de la vie, qu'ils puissent avoir des enfants, même en étant séropositifs, et que les enfants soient séronégatifs, qu'ils puissent avoir une vie de famille comme la plupart d'entre nous. C'est ça qu'on souhaite. Donc les gens qui rentrent maintenant, ils rentrent pour ça, pour qu'on mette fin à l'épidémie. Stéphane Vagel, merci beaucoup. Merci.